voir si... Oui, maintenant le stream est live, oui, donc on est en direct. Bonjour tout le monde. Alors, si vous vous exprimez, on va regarder d'abord, on va tester si les commentaires s'affichent ici ou non. Donc, dites-nous bonjour, oui. comme vous le faites d'habitude. Je ne sais pas si moi je vois rien, non, mais Non, moi non plus pour l'instant, je vois personne. ouais. Ça se peut que ce Ouais. soit parce que les commentaires sont mis sur Facebook, donc ça se peut que nous, on les voit pas. Euh, Je vais aller voir. Maison Jacinthe dit allô. Ah oui, ok, parfait. Super. Bon, fait que c'est ça. Ce matin, dans le fond, docteur Haddad va répondre aux questions là, que vous avez envoyées cette semaine. Puis moi, je vais porter attention là, aux commentaires que vous allez laisser, là, voir s'il y a des questions qui sont pertinentes à soulever. Parfait, parfait. Fait que on peut commencer déjà. Alors, c'était en fait des questions qui découlent beaucoup du direct de mardi, qui était en lien avec le bon sommeil. Euh, et on regardait là, de certains produits comme le magnésium, la mélatonine et la poudre dodo aussi. Alors moi je les vois là, Oui, oui, je moi vois des aussi. bonjours là. Alors bonjour tout le Oui. monde, on va démarrer ça tout de suite. Alors, la première question, c'était en fait un commentaire. Il serait intéressant lors de la semaine du magnésium de parler de l'effet du magnésium avec le calcium, entre parenthèses, produits laitiers. Alors, il y a effectivement une logique à parler de la relation entre le calcium et le magnésium, notamment au niveau de l'absorption intestinale. Parce qu'effectivement, l'un affecte l'absorption de l'autre et plusieurs considèrent un rapport calcium-magnésium de 2 pour 1, donc 2 fois plus de calcium que de magnésium. Ça, c'est le mélange optimal pour la meilleure absorption des deux minéraux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas absorber le magnésium seul si on ne le prend pas avec un verre de lait ou avec des suppléments de calcium, là, qui sont souvent avec de la vitamine D. Mais donc, effectivement, il y a une logique à penser qu'il y a une relation entre le calcium et le magnésium. Et d'ailleurs, même dans les os et dans les fonctions musculaires et tout ça, ils travaillent souvent en fait, pour les os, c'est le magnésium qui aide à bien déposer le calcium dans l'os, mais dans les muscles et tout ça sont en antagonisme et même dans le système nerveux central. Le magnésium antagonise certains des effets du calcium. Deuxième question de la même personne, est-ce que le magnésium... ah non, il faudrait discuter que le magnésium ne doit pas être pris à plus de 350 mg par dose, à prendre plus souvent, mais en dose moindre. Ben effectivement, les apports nutritionnels recommandés par Santé Canada pour les adultes, c'est 310 à 320 mg par jour pour les femmes et 400 à 420 mg par jour pour les hommes. Mais ça, c'est des apports nutritionnels, donc de l'alimentation. Par-dessus ça, Santé Canada recommande jusqu'à 350 mg par jour qui pourrait venir de suppléments pour les deux sexes. Là. C'est équivalent. Puis je voulais soulever un fait intéressant, c'est que dans les études cliniques qui se sont penchées sur les effets du magnésium sur le sommeil, ben, ils ont utilisé des doses qui variaient entre 250 et 500 mg par jour, donc dans la même fourchette que ce qu'on parle là, de 350. Par contre, il y avait beaucoup de formes de magnésium qui variaient et ça incluait des formes moins bien assimilées comme de l'oxyde de magnésium ou autre, tandis que le produit magnésium de Maison Jacinthe contient du diglycinate de magnésium qui est une forme plus assimilable. Ouais. Là, je regarde plus les Oui, questions, donc si... je pense que la personne voulait peut-être parler du plafond d'absorption. C'est pas ce qui cause les diarrhées, là, qu'il y a comme un plafond là, dans l'intestin pour Ah, peut-être, après je sais pas. un certain milligramme, un certain Ben, nombre de milligrammes, là, ça reste dans les selles, puis ça fait un appel d'eau, là.
Ouais. Ben, c'est ça. Ben, ça dépend des De formes, là. Je répartir pense les que doses là, c'est dans. le fameux lait de magnésie, c'est de l'oxyde de magnésium. Donc, il y a des Ouais, formes de magnésium aussi qui sont plus importantes dans ce contexte-là. Mais tu as raison, oui, effectivement, ouais. Ben, c'est c'est bon de le le noter. pharmacien là, qui avait déjà spécifié ça là, Ouais, ben une justement, conférence de répartir les doses dans la journée là, pour le ouais, plafond c'est ça. d'absorption. Ouais. Fait Ouais. que, ben, on va y revenir parce qu'il y a une sous-question là, à propos des capsules et tout ça. Puis justement, c'est marqué, Jean-Yves a mentionné de prendre 6 milligrammes de magnésium par kilogramme de poids corporel. Alors ça appartient à Jean-Yves. Je vais le laisser, c'est juste un petit commentaire. Ensuite, elle dit, j'ai aussi remarqué que les capsules de magnésium de MJ contiennent 84 milligrammes de magnésium plus taurine, etc. Est-ce que cela veut dire que je prends seulement 84 milligrammes de magnésium par capsule? Il serait bien d'expliquer si la taurine est une forme de magnésium. Moi, je le sais, mais ceux qui regardent les étiquettes doivent comprendre aussi. Alors, première réponse à la première partie de la question, c'est oui, le magnésium de Maison Jacinthe, ça contient 84 mg de diglycinate de magnésium. Puis la posologie est de 1 à 2 capsules, 1 à 2 fois par jour. Donc, si on prend le maximum, là, qui est 4 capsules, ça arrive à 336 mg, ce qui se rapproche là, du 350 mg d'apport maximal tolérable là, qui est recommandé par Santé Canada. Alors, peut-être pour revenir à ce que tu disais, Noémie, on peut les répartir dans la journée, comme ça fait moins de risque de diarrhée. Là. La deuxième portion de la réponse est non, la taurine n'est pas une forme de magnésium, c'est un acide aminé soufré. Ça veut dire qu'il y a du soufre dans l'acide aminé. Là, et Santé Canada reconnaît une allégation santé pour la taurine pour aider à maintenir les fonctions cardiovasculaires. Mais il ne parle pas de sommeil parce que les évidences cliniques pour un rôle de la taurine sur le sommeil sont assez limitées et variables. C'est la même chose pour les études cliniques qui regardent l'effet du magnésium sur le sommeil et même sur les crampes musculaires. On en a discuté mardi dernier, Noémie, ça varie en fonction probablement de l'état de magnésium émis, de combien on a de magnésium dans le corps et dans le sang au départ des études cliniques. Comme les gens, c'est variable, on pense que ceux qui sont qui ont le moins de magnésium vont réagir le mieux à la supplémentation. C'est comme logique, ouais. Mais c'est Est-ce que la taurine a un impact sur l'absorption du magnésium ou sur son efficacité? Ou... Ah, je n'ai pas regardé ça, mais j'ai pas de logiquement, là, je vois pas pourquoi l'acide aminé ben, ça tout se peut, là, mais il faudrait que je vérifie. Juste pour savoir pourquoi la combinaison des deux dans le supplément. Ben, je pense que c'est plus au niveau des effets soupçonnés de la taurine là, pour calmer le système nerveux central et amener un meilleur sommeil. Mais à cause des évidences qui sont pas très fortes du point de vue clinique, puis qu'il y en a des études qui disent oui, des études qui disent non, c'est pour cela que Santé Canada n'a pas permis une allégation santé là, la taurine ni le magnésium non plus. Si vous regardez les allégations santé sur l'étiquette, ça a rapport avec les os, avec ça parle pas de ça parle de la fonction métabolique aussi parce que ça joue un rôle, mais ça parle pas de sommeil. On arrive aux questions des réseaux sociaux. Si je prends le magnésium le matin, est-ce qu'il y a une incidence quand je prends le jus jaune et oméga 3? Moi, je vois pas de contre-indication à prendre le magnésium avec le jus jaune ou les oméga 3. Donc, non, il n'y a pas d'incidence à faire ça. Combien de magnésium faut-il prendre au coucher? Alors, je reviens avec ce que j'ai dit. J'utilise les mêmes réponses. Là. Les apports nutritionnels recommandés sont entre 310, 320 pour les femmes, 400, 420 pour les hommes. Ça, c'est les apports de l'alimentation, encore une fois. Puis, vous pouvez aller jusqu'à 350 mg par jour qui vient de supplément. Donc, vous pouvez prendre jusqu'à 350 mg par jour,
mais de le consommer avant le coucher. C'est une bonne recommandation. Puis on va revenir avec ça parce qu'il y a d'autres questions qui reviennent en lien avec la mélatonine aussi. Là. Quel est le meilleur moment de prendre ça dans la journée? Justement, la prochaine question est en lien avec la mélatonine. Alors, pourquoi certains ne peuvent pas prendre mélatonine? Moi, ça bouleverse mes nuits. Et je pense que Jacinthe, il y a une autre question un peu plus loin là, voyons, j'ai oublié, Sylvain a eu des cauchemars avec la mélatonine aussi. Je vais y revenir là-dessus. Là. Mais certaines personnes, effectivement, réagissent de manière paradoxale à la mélatonine. La cause principale est probablement une hypersensibilité individuelle, comme un système nerveux plus réactif. Là, ça arrive, il y a des gens, on n'est pas tous faits de la même façon, puis ça fait en sorte que la mélatonine peut entraîner de l'agitation au lieu de la relaxation. Il se peut aussi que le dosage de la mélatonine soit trop élevé, surtout si des gens sont hypersensibles, ou que le moment de la prise de mélatonine soit pas optimal. Alors, on peut essayer de prendre des plus petites doses, par exemple 0,3 à 1 mg par jour au lieu du 3 à 5 mg par jour recommandé. Là. Je pense qu'on peut aller même jusqu'à 10. Ou on peut essayer des formes différentes, comme des formules à libération prolongée. Ça, c'est de relâcher doucement. Là. Ou bien des formes sublinguales là, sous la langue. Ça se dissout, puis c'est peut-être une autre façon de l'absorber différemment. Et idéalement, il convient de prendre la mélatonine entre 30 et 60 minutes avant de se coucher. Là, c'est la recommandation. Puis, il reste toujours important de développer une routine calmante avant de se coucher, qui inclut l'arrêt de l'usage des électroniques, hein, de tous les écrans, télévision, cellulaire, ordinateur, etc. Alors, c'est ça, ça reste toujours bien important de développer une routine là, avant d'aller se coucher pour se calmer. Est-ce que les gens ont l'air, ils semblent avoir comme pas une accoutumance, là, mais les gens s'habituent, puis ça va mieux. Oui, mais j'ai vu que ça ne devrait pas causer si on arrête qu'on va nécessairement avoir de l'insomnie, là. J'ai pas vu quelque chose comme ça là, pour la mélatonine. Alors, une autre question, là, c'est je prends du Paxil 20 mg, puis-je prendre les produits sommeil? Alors, le Paxil, c'est un antidépresseur là, de la famille des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, pour ceux que ça intéresse. Et puis, en fait, oui, il faut faire attention parce que le Paxil peut accentuer alors, ça touche la sérotonine, c'est plus le système de l'humeur et tout ça, mais ça peut accentuer quand même les effets sédatifs des médicaments pour le sommeil, mais aussi des suppléments, surtout ceux à base de plantes calmantes et sédatives là, qui agissent sur le GABA qu'on a parlé mardi dernier. Faut aussi éviter de consommer de l'alcool parce que ça aussi, ça peut accentuer la somnolence. Et puis, dans tous les cas où on parle de somnolence, il y a toujours la précaution à prendre, là, la prudence lors de la conduite automobile ou de l'opération de machinerie lourde. Là, on lit toujours ça sur les étiquettes là, à cause de la somnolence, le risque de somnolence accru. Là, fait que, OK. Une autre question, donc, pour favoriser une bonne nuit de sommeil, combien de temps faudrait-il prendre le magnésium et la mélatonine avant de se coucher? Donc, j'ai déjà répondu à ça pour d'autres questions. Donc, on a dit 30 à 60 minutes avant de se coucher. Puis, je répète encore que mettez-vous une routine calmante là, avant de se coucher et arrêtez les électroniques. Ça va aider, parce qu'il y a la lumière bleue aussi qu'on va revenir à une des questions de Jacinthe elle-même là, auxquelles j'ai répondu. Okay. Est-ce que tu vois des choses dans les... Parce que là, je regarde mon texte, là, je regarde pas le... Oui, ben je sais pas si... Je me souviens pas là, si tu l'avais dans tes questions, l'effet paradoxal, mais pour la poudre de dos. Je pense que ça avait été mentionné, là, la catère, qui est excitant pour les chats. Mais oui. Est-ce que ça peut vraiment avoir cet effet-là? Ben, chez certaines personnes, oui, mais comme c'est juste un élément de... Puis il y a 5 plantes, fait que tu en as 4 autres qui sont calmantes, fait que ça risque de contrer un peu l'effet
la catère, mais si vous en prenez et que ça vous fait un effet paradoxal, c'est probablement relié à la catère, effectivement. Là. Donc, c'est peut-être pas pour vous ce supplément-là. Hein, c'est ça, on a parlé que on n'est pas tous faits pareil, donc il y a des choses, les médicaments, tu le sais, hein, les gens des fois réagissent et c'est pour ça que les médecins commencent toujours avec une faible dose, puis ils augmentent graduellement, puis des fois ça marche pas, ils sont obligés de changer, même c'est ça, même dans la même classe de médicaments, il y a des médicaments qui ont des actions un peu différentes, donc on y va à essai-erreur. Sinon, il y avait une autre question, là, quelqu'un demandait, on sait que le thé diminue l'absorption du fer, est-ce que ça peut diminuer l'absorption d'autres choses? Ça, faudrait que je fouille plus, mais d'après moi, la semaine prochaine. Ça devrait pas. J'ai pas souvenir que le thé vert, par exemple, ou le thé noir, là, puisse affecter l'absorption du magnésium. Mais il faudrait que je vais fouiller davantage. Ben, c'est ça, on va prendre les questions en délibéré pour la semaine prochaine. Okay. Alors, je reviens. Puis là, il y a Ginette là, qui vient juste aussi de commenter, là, est-ce que prendre des médicaments pour dormir prescrits peut à la longue nuire à notre mémoire? On va y revenir à la mémoire. J'ai eu des questions à propos, surtout les personnes âgées. Là. Mais effectivement, c'est la qualité du sommeil qui est importante. Mais je veux pas brûler ma question que j'ai un peu plus loin. Là. Okay, mais on va y revenir dans un instant. Alors, une question, y a-t-il celle-là est intéressante. Y a-t-il des contre-indications à prendre tous nos suppléments de Maison-Jacinthe avec ces médicaments? Puis elle me liste 3 médicaments. Le Coversil, qui est un inhibiteur, je pense, moi, de l'enzyme de conversion, là, qui est un médicament pour la pression, de l'escitalopram, qui est un antidépresseur aussi, et le prégabalin, qui est un médicament là, pour les douleurs, comment on appelle ça? Là, ben, en fait, la neuropathie. Neuropathique, exactement. Les névralgies. Les névralgies, voilà. Alors, ben, moi j'ai dit la question est trop large parce qu'il y a vraiment beaucoup de suppléments de Maison-Jacinthe. Fait que je peux pas répondre. Il y en a tellement Il faudrait me dire vraiment quels suppléments vous prenez, puis là, il faudrait que je les regarde un à un pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, soyez précis dans vos questions, c'est ça. Puis là, je suis content parce que il y a on a demandé aux gens de pas nous donner leur pédigré là, de problèmes, puis demander des conseils parce que c'est pas de la consultation qu'on fait là, c'est juste de répondre à des questions spécifiques. Donc, la deuxième, la même personne dit peut-on prendre trop de vitamine D, c'est-à-dire plus que notre dose quotidienne. Alors, je reviens encore avec les apports nutritionnels recommandés de Santé Canada. Pour les adultes, c'est environ 600 à 800 unités internationales par jour. Et l'apport maximal tolérable, donc ça, c'est la dose maximale par jour sans effet néfaste, là, c'est de 4000 unités par jour. Alors ça, c'est le fun parce que il y a quelques années, là, ça commence à faire un bon moment maintenant que avant, je pense qu'il était à 800 ou 1000, ils l'ont remonté parce que effectivement, on a vu que la vitamine D, ça est assez sécuritaire. Alors, si on respecte cette dose maximale journalière de 4000 unités par jour, il y a peu de risques d'effets indésirables. Malgré tout, je dois noter que c'est un sujet controversé parce qu'il y a certains collègues ou des professionnels qui prônent des prises quotidiennes plus élevées parce qu'ils considèrent la vitamine D comme très sécuritaire, ce qui est peut-être pas tout à fait faux. Il reste que plus on augmente la dose, plus les risques aussi vont augmenter, notamment les risques de calcification des tissus mous. Là, c'est ça qu'on a peur que la vitamine D puisse faire. OK. Bon, alors, question en provenance des maisons, cette fois-ci. Alors, une cliente de Drummondville a posé une question un peu plus technique concernant le retrait de sa vésicule biliaire.
elle n'assimile aucun gras. Elle se demandait s'il y avait un supplément qui aide à son absorption des gras, car elle manque un peu d'énergie, elle a une prise de poids et sa peau semble moins belle depuis le retrait de sa vésicule. Elle n'a plus de bile. En fait, je ne sais pas comment elle peut savoir qu'elle n'a plus de bile, c'est à l'intérieur de nous. Mais par exemple, le foie est mange... encore là. Oui, effectivement, c'est la vésicule biliaire qui a été enlevée. Puis finalement, elle dit, lorsqu'elle mange, par exemple, une poutine maison, elle est incapable de digérer. Alors moi, je suggère à la cliente de consulter un spécialiste de santé comme un gastro-entérologue ou un hépatologue, mais d'après moi, ça semble que son foie ne produit effectivement peut-être pas suffisamment de bile. Quand on n'a plus de vésicule biliaire, ce qui arrive, c'est quand on a la vésicule biliaire, ça s'accumule puis ça se concentre dans ce sac-là. Et quand on mange quelque chose de gras, ben il y a une contraction puis il y a ce qu'on appelle une chasse biliaire, fait qu'il y a un jet de bile qui est envoyée dans l'intestin. Quand on n'a plus de vésicule, on perd cette capacité-là, puis la bile s'écoule continuellement dans les intestins. Alors, on n'a pas cet apport plus fort de bile lorsqu'on mange. Donc, bon, ça peut expliquer sa difficulté à digérer un repas riche en gras. D'ailleurs, je pense que c'est parmi les recommandations après qu'on perd la vésicule biliaire de faire attention avec le repas riche en gras. Par contre, il existe des plantes comme le curcuma, le chardon-marie et plusieurs autres qu'on appelle des plantes hépatiques là, qui aident la production de la bile. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a aussi l'acide urso-déoxycholique que tu connais sûrement, Noémie. Tu connais pas l'acide urso-déoxycholique? C'est utilisé pour des maladies du foie et surtout en lien avec c'est un acide biliaire en fait pas synthétique parce que ça vient de la bile de l'ours, mais maintenant ils le font c'est une source naturelle, la bile d'ours, mais là ils la font de façon synthétique. Donc ça peut remplacer certains des acides biliaires endogènes et ça devrait pouvoir aider à la digestion d'un repas gras. Puis chose intéressante, c'est les plantes hépatiques et l'acide urso-déoxycholique se trouve dans le produit détox. Alors peut-être que ça serait intéressant d'essayer. La dame pourrait essayer le détox, voir si... Puis il peut même être pris à long terme, en plus, là, sur quelques mois, oui, c'est ça. C'est supposé être pour une période d'une semaine, le détox, là, pour vraiment faire un... Jacinthe avait déjà spécifié là, que en suivi avec un professionnel de la santé, là, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Oui. Ça, c'était, je pense, des choses que Jean-Yves aussi avait mentionné. Là. Fait que, oui, effectivement, ça pourrait l'aider, cette dame-là, là, avec elle a peut-être un foie lent aussi, on en avait parlé de ça, là, en plus de ces problèmes de vésicule biliaire. Il y a quelques questions de Jacinthe elle-même. Elle voulait qu'on revienne sur les effets du manque de magnésium. Alors, c'est surtout dans les études épidémiologiques où on a retrouvé que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les personnes qui avaient un taux de magnésium sanguin les plus bas souffraient systématiquement d'un sommeil très court. On parle de moins de 5 heures par nuit. Alors ça, c'est intéressant. Et le manque de magnésium était aussi associé à un risque plus grand de stress, d'anxiété, de dépression et de crampes musculaires. Donc, c'est pour ça que on associe la prise de magnésium à un meilleur sommeil, à un effet relaxant et un effet sur les crampes musculaires. Mais quand ils ont essayé de faire des études cliniques pour démontrer ça, malheureusement, les résultats sont variables. Donc, il y a certaines études que ça marche, d'autres que ça marche moins bien. Et encore, je reviens sur le même fait. C'est probablement relié au fait de quel niveau de base les patients ont en magnésium qui va faire en sorte qu'ils vont réagir plus ou moins. Si on en a suffisamment, d'en prendre plus, ça n'aura pas autant d'effet. Est-ce que si on prend des noix, c'est suffisamment de magnésium? Parce que j'ai mentionné que les noix étaient une source de magnésium importante. Alors la réponse est non, parce qu'une poignée d'amandes qui est environ une trentaine de grammes, là, ça fournit à peu près 80 mg de magnésium, ce qui est loin de l'apport nutritionnel recommandé
chez les adultes, là. Donc, je reviens là, sur les apports nutritionnels journaliers, c'est de 310 à 320 mg par jour pour les femmes et 400 à 420 mg pour les hommes. Donc, c'est à moins qu'on se gave de noix, ben là, on va avoir les effets négatifs de la prise de poids, et etc., là, de pas manger trop de noix. C'est pas la meilleure façon de d'accumuler du magnésium. Ouais. En fait, c'est ça. Il faudrait manger au moins 4-5 fois les 4-5 poignées d'amandes par jour pour avoir la dose. Ça, c'est juste nutritionnel, mais en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, Santé Canada dit qu'on peut prendre 350 mg qui provient de suppléments. Donc, à vous de juger là, qu'est-ce que vous... Ben, c'est effectivement une source riche dans l'alimentation, là, fait que si vous mangez des noix, vous aurez plus de magnésium. Une autre question, la lumière bleue se trouve où? Celle qui empêche la production de mélatonine. Une spécialiste mentionnait jouets enfants, ampoules, cadrans et objets dans la chambre à coucher. Ben, effectivement, bon, premièrement, la lumière bleue, il y a la naturelle qui vient du soleil et il y a la artificielle qui vient surtout des écrans qu'on appelle LED ou DEL en français. LED, c'est Light Emitting Diode. En français, je ne sais pas, c'est diode qui émet de la lumière, probablement, DEL, qui se retrouve dans les appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs. Mais il y a aussi tous les éléments qui intègrent des éléments d'ailes comme les ampoules ou les autres sources lumineuses, hein, des cadrans, des jouets. On a souvent des choses lumineuses, mais aussi les lumières fluorescentes vont produire de la lumière bleue. Alors voilà pour toutes les sortes de lumière bleue qu'on peut avoir. Donc effectivement, ben, ça dépend là, de l'intensité, mais les cadrans à côté tu sais, sur la table de chevet, Idéalement, ils doivent être rouges. oui, puis c'est ça. Puis Ouais. peut-être pas orienté nécessairement vers la personne l'enfant qui est couché, si c'est dans une chambre d'enfant. Ben effectivement, on veut voir l'heure, c'est pour ça qu'on met ça dans la chambre. Mais effectivement, quand c'est rouge, c'est mieux. Et il en reste plus beaucoup. Est-ce que les personnes qui vivent ou sont plus conscientes des cauchemars avec la mélatonine peuvent, après un moment, ne plus en avoir? En parenthèse, ça a été le cas pour Sylvain. Alors, la mélatonine est généralement bien tolérée et ses effets indésirables sont légers et variables. Mais certaines personnes peuvent avoir effectivement des rêves vifs ou désagréables qui peuvent aller même jusqu'au cauchemar. Alors, encore une fois, ça dépend de la dose, du moment où la mélatonine est consommée et des sensibilités individuelles. Alors, surtout ça, là, si on est plus sensible, on va peut-être avoir la même chose avec ceux qui ont des effets paradoxaux là, d'agitation plutôt que de calme. Mais par contre, souvent, les effets secondaires indésirables se dissipent d'eux-mêmes avec le temps ou quand on ajuste la dose et le moment de la prise. Hein. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, c'est la même chose. On peut essayer des doses plus faibles, des formulations différentes comme la libération prolongée, etc. Puis voir si ça améliore. Mais ça se peut que ça soit pas pour nous non plus la mélatonine. Ben, j'avais vu, là, tu sais, dans le fond, les cauchemars, là, vu que les rêves nous servent à comme consolider notre mémoire émotionnelle, tu sais, comme à comme processer, là, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, là, mais à comme accepter puis intégrer les émotions qu'on a vécues dans la journée. Puis les gens qui ont plus de stress, tu sais, qui vivent une période stressante ou même le stress chronique vont avoir tendance à avoir plus de cauchemars. Donc, peut-être, tu sais, vu que la mélatonine peut augmenter le sommeil paradoxal, tu sais, les gens peuvent avoir l'impression d'avoir des rêves plus intenses ou si justement ils sont dans une période stressante ou ils ont des émotions qu'ils n'ont jamais intégrées, peut-être que ça peut expliquer que ça se passe avec le temps. Là.
effectivement, Ouais, c'est une c'est une bonne hypothèse, là, observation. mais Non, mais ça fait du sens aussi, c'est ça. Puis justement, la dernière question, on va en parler un petit peu de cet aspect-là parce que c'est au niveau des aînés. Elle me demande, Jacinthe, est-ce que les aînés gagneraient à avoir des nuits plus longues pour leur santé cérébrale? ouais. Alors, moi, je réponds, ce n'est pas juste une question de nuit plus longue, mais de la qualité du sommeil. Alors, j'ai été regarder, là, il y a eu des études qui se sont faites sur le sommeil chez les personnes âgées et une synthèse d'études cliniques là, qui regardaient les études qui ont été faites chez des adultes, pas des adultes, des personnes âgées en bonne santé, des personnes qui souffrent euh, de légers déficits cognitifs, puis ceux qui souffrent de démence, notamment de type Alzheimer. Et plus on allait des personnes normales aux personnes avec des déficits légers cognitifs et de la démence, ben plus les troubles de sommeil augmentaient. Donc, effectivement, il semble y avoir un lien entre... et puis, ce qui est intéressant, justement, c'est que les troubles les plus fréquents sont un délai plus long à s'endormir, un sommeil profond moins long, puis une période REM plus courte. Hein? Ça, c'est celle où, justement, les Rapid Eye Movement, où on a la consolidation de la mémoire émotionnelle et procédurale, comme tu le disais. Et puis, justement, le raccourcissement de la période REM, en fait, peut initier ou accentuer le déclin cognitif. Donc, c'est dur à savoir qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule, là, parce que c'est plus ça s'aggrave, plus on a des troubles de sommeil, mais probablement que le trouble de sommeil aussi, surtout la période REM plus courte, n'aidera pas, va aider plutôt le déclin cognitif. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des bons rêves et puis des bons rêves, une bonne nuit, un bon cycle de sommeil. Puis parmi les approches qui peuvent aider les personnes âgées à mieux dormir, on compte effectivement les saines habitudes de vie, incluant une bonne hygiène ou une routine là, entourant le sommeil. Parce qu'il y a un lien aussi entre les maladies métaboliques et le risque d'Alzheimer. Donc, c'est mieux d'essayer d'avoir des saines habitudes de vie. Il y a aussi l'apport suffisant en magnésium, en mélatonine ou l'usage des plantes relaxantes aussi qui peuvent aider. Donc, les 3 produits qu'on a parlé sont assez pertinents dans ce cas-là. Finalement aussi, il faut gérer des situations qui aggravent normalement les troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Il y a la douleur chronique aussi qui rend les nuits plus difficiles. Et les effets secondaires de certains médicaments là, qui peuvent causer de l'agitation ou de l'insomnie. Alors, puis les médicaments pour dormir, dans le fond, ils peuvent altérer là, la structure du sommeil aussi. Oui, moins de sommeil profond, puis moins c'est le stade 3, puis le sommeil paradoxal. Là. Donc, c'est vrai qu'à long terme, ça aussi, c'est quand même lié à plus d'effets là, sur la cognition, puis même les risques de chute, hein, vu que la pharmacocinétique change avec l'âge, ils peuvent s'accumuler, là, puis en journée, plus de somnolence diurne, puis de risque de chute, moins de concentration. C'est ça, exactement. C'est ça. Ça perturbe le cycle. Fait que dans la journée, ça, c'est un signe de mauvais sommeil si on s'endort dans le jour, alors qu'on doit plutôt s'endormir la nuit, mais en tout cas, t'as raison, là, ça complète bien. Alors moi, ça complète les questions pour cette semaine. Je sais pas s'il y en avait d'autres dans le il y a quelqu'un qui a demandé pour Gestock si ça peut occasionner des gaz. Je sais pas si ça a déjà été répondu la semaine de Gestock. Ça, les effets secondaires gastro-intestinaux, hein, c'est assez commun avec que ce soit les produits de santé naturelle ou les médicaments. Puis effectivement, ça se peut. Et ça dépend de votre sensibilité. Alors la réponse est oui, ça peut être relié, mais je sais pas là,
pourquoi certaines personnes ont des effets secondaires puis d'autres n'en ont pas. Là. Ça dépend de votre sensibilité, de votre Ouais. flore intestinale, de plein de choses Ouais. qui sont reliées à ça. Là. Puis quelqu'un qui demande, là, question générale, c'est quoi les bienfaits du magnésium? Il y en a Ben ça, on beaucoup, l'a hein? couvert mardi. Ouais. J'encourage les gens à aller voir Ouais. le direct de mardi, mais on en a parlé aussi l'année passée du magnésium. C'est important pour la santé des os, pour la santé des muscles, du système nerveux Ouais. central. Il y a Même pour plein. les neurotransmetteurs, là, Oui, ça participe c'est ça. à la fabrication, entre autres, de la sérotonine. Ouais, Ouais. exactement. Puis OK. je pense que ça joue un rôle aussi au niveau de la mélatonine parce que ça stimule un enzyme qui produit la dernière enzyme qui produit la OK. mélatonine. Donc, c'est pour ça, c'est une des contributions pour l'effet de relaxation. Ah ben, je salue ma belle-mère. Elle est en ligne que je viens de la Oui. voir, là. Bon, ben, Bon. merci beaucoup, Noémie. C'était bien agréable. Merci à Puis, toi, oui, oui. on se revoit ben, potentiellement la semaine prochaine. On verra quand Jacinthe reviendra de son voyage. Là. Puis Oui. moi, je vais être fidèle au poste. Il n'y a pas de problème. Parfait. Ben, Bon, bonne fin de ben, bonne semaine tout le monde. journée. Ouais. Bye. Merci. Bye bye.